Révision de la Constitution, organisation d'un référendum, interrogé sur la politique migratoire qu'il souhaite mettre en place, Bruno Retailleau défend ses convictions. Une très grande majorité de Français souhaitent qu'on ait plus de sécurité et moins d'immigration. Comme des millions de Français, je pense que l'immigration n'est pas une chance. Ni pour des immigrés qu'on n'est pas capable d'accueillir, c'est une fausse générosité d'accueillir, qu'on n'est pas capable de fournir des logements décents, etc. Comme c'est une fausse générosité aussi d'accueillir des individus qui parfois peuvent être dangereux. Des propos du ministre de l'Intérieur qui ne passent pas à gauche. Le président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, Boris Vallaud, pointe du doigt un discours d'extrême droite. Quelle serait la différence avec un ministre de l'Intérieur Rassemblement national? Vive critique également de la part du camp présidentiel, notamment Prisca Thévenot, ancienne porte-parole du gouvernement. On peut parler immigration sans dénigrer les Français qui en sont issus. Notre langue permet de faire la différence entre immigration illégale et légale. La première est à combattre, la deuxième à contrôler. Ne pas faire la distinction fait le lit du Rassemblement national. Mais Bruno Retailleau peut compter sur le soutien de la droite et de sa famille politique, avec l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, en première ligne. Monsieur Retailleau a dit beaucoup de choses et dans l'ensemble, je soutiens Monsieur Retailleau. Cette phrase répond à une provocation qui est celle de dire, de scander l'immigration est une chance, on ne peut pas la refuser. Je dirais l'immigration est un problème. Toujours à propos de l'immigration, Bruno Retailleau a réitéré ses réserves au sujet d'une société multiculturelle. Caroline, on vient d'entendre ce sujet. Bruno Retailleau persiste et signe depuis sa nomination il y a environ 10 jours où il parlait de rétablir l'ordre. Maintenant, on est sur l'immigration. Oui. C'est sa marque de fabrique ? Ah oui, complètement. Je pense que c'est totalement assumé. Donc, les propos qu'il a pu tenir ne sont pas forcément étonnants, en tout cas de sa part. Il a aussi été nommé pour cela. Michel Barnier l'a choisi pour cela. Le choix a été validé par ailleurs par l'Élysée pour ces raisons-là. Donc, je pense que, comme vient de le dire Nicolas Sarkozy, qui affirme qu'il le soutient et qu'on lui fait un mauvais procès, après on peut ne pas être d'accord avec lui. Mais en revanche, c'est clairement pas une surprise. En plus, vous le savez, il y a eu récemment un drame absolu, celui du meurtre de la jeune Philippine. Cette jeune étudiante violée et tuée aux abords de l'université de Paris-Dauphine. Donc je pense que dans l'opinion aujourd'hui, je ne suis pas sûre que cela vienne choquer les Français, les propos tenus précédemment par le nouveau ministre de l'Intérieur. William Tay. En fait, il faut différencier deux sujets. Est-ce que les Français veulent un contrôle des flux migratoires et une maîtrise des frontières? Si vous interrogez l'ensemble des Français, vous êtes sur des rapports qui sont très clairs, entre 60 et 75% des Français qui vont dans ce sens-là et qui demandent des mesures qui sont plus strictes. C'est un sondage qui est sorti par Elab, notamment par les mesures proposées par Bruno Retailleau. La difficulté qu'il y a sur ce qu'il vient de dire, c'est qu'en fait, quand il dit l'immigration n'est pas une chance, c'est qu'il dit tous les immigrés ne sont pas une chance. C'est ça la difficulté majeure. En fait, s'il disait qu'il voulait plus de fermeté, reprendre le contrôle de la politique migratoire, etc., il serait soutenu par une grande partie de l'opinion. Et je pense qu'électoralement et politiquement, ça ferait son plein. C'est certainement une grosse erreur de communication et de formule. Oui, c'est pas une erreur, c'est un choix. C'est un choix de rhétorique. Je pense que le choix, c'est d'imposer. Enfin, ce qu'il tente de faire, je pense, c'est d'imposer un clivage à la fois politiquement pour remettre un clivage entre la gauche et la droite, parce qu'il sait que ce type de propos va faire hurler la gauche, et notamment dans le but d'une fait qu'il n'ait pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale, ça lui permet d'avoir le soutien implicite, indirect du Rassemblement national pour éviter une motion de censure. C'est ça l'objectif et c'est ça tout son but, parce que très clairement, il sait très bien qu'il n'a pas de majorité pour faire passer un texte, notamment une réforme immigration auquel il faudrait, je suppose, au vu de la dernière censure du Conseil constitutionnel, une réforme constitutionnelle, donc les 2/3 de l'Assemblée et les 2/3 du Sénat. Donc ce serait difficile. Par contre, ce qu'il peut faire, c'est imposer des thématiques pour parler aux 11 millions de personnes qui ont voté pour le Rassemblement national en vue de les faire revenir dans son giron. C'est pas étonnant que Nicolas Sarkozy soit pour. C'est la tactique qu'il a utilisée entre 2005 et 2007 pour aspirer les électeurs de Jean-Marie Le Pen. Mais Caroline Nenkoff-Le Ginter, peut-être qu'il va parler aux électeurs du RN, mais peut-être qu'il va perdre aussi certains députés, le soutien de certains députés au sein de la coalition qui a été formée, et notamment, je pense, aux membres de Ensemble pour la République. Je cite Elisabeth Borne, quand on est aux responsabilités, il faut absolument avoir des propos apaisants, éviter des propos clivants. Bien sûr. Bon, vous comprendrez tous certainement que nous sommes bien au-delà de la problématique de l'immigration en France.
là, ce qui est évoqué de la part de nombreux macronistes aujourd'hui, c'est la perspective de 2027, de la part de nombreux républicains également. Donc, on a envie de dire que tout est bon et on le sait, l'immigration est toujours un sujet extrêmement clivant en France. Donc aujourd'hui, tout est bon chez les politiques pour effectivement se projeter tout de suite en 2027 et éviter de se rallier aux uns et aux autres. Et ça ne va pas faciliter la tâche, évidemment, du gouvernement Barnier, Michel Barnier, qui doit d'ailleurs faire son discours de politique générale demain. Et ça sera la difficulté majeure, c'est quelle va être la réaction des macronistes, que ce soit sur l'immigration, sur le budget et sur tout ce qui va suivre par ailleurs. Audrey Goutard. Ce qui est intéressant, c'est qu'il va plus loin dans sa rhétorique, plus loin même que les souhaits des électeurs du Rassemblement national. Lorsqu'on regarde les études qui sont faites justement sur l'immigration et qu'on rentre dans le questionnement des électeurs de tous bords, y compris du Rassemblement national, les Français ne sont pas contre l'immigration. Les Français sont contre ceux qui commettent des délits et des crimes et qui n'ont pas été gérés par l'ordre public, comme il aurait fallu. C'est le cas dans l'affaire du meurtre de la jeune Philippine. Donc, là, aujourd'hui, on a 8 millions d'immigrés en France. Ça représente 10% de la population française. Les immigrés, je vous rappelle comme quelques chiffres, et c'est pour ça que les Français qui ont du bon sens les ont en tête. 60% des aides à domicile sont immigrés. 17% des médecins hospitaliers sont des étrangers. Donc ça représente toute une économie et c'est comme ça que l'économie fonctionne. Les Français le disent eux-mêmes dans les études. Donc en fait, là, l'amalgame, c'est de parler des immigrés. Ça n'est pas de parler des... Vous avez vu l'évolution. On ne parle plus des délinquants immigrés, on parle des immigrés. Et donc à qui veut plaire le ministre de l'Intérieur, et je vous rappelle, c'est quand même le ministre de l'Intérieur qui s'exprime là-dessus, c'est pas le Premier ministre ou le ministre des Affaires sociales ou le ministre du Travail ou Bercy, c'est le ministre de l'Intérieur. Que souhaite-t-il à part appliquer du coup le programme du Rassemblement national? Alors, je vous propose d'écouter Nicolas Sarkozy. On l'a vu tout à l'heure dans le reportage. Il a réagi après cette phrase donc, de Bruno Retailleau. Et là, je vous propose de l'écouter. Il parle de ce système où il y aurait tout à revoir. Vous dites malgré tout que ce sont des failles et tout un système à revoir? Je dis que ce n'est pas une fatalité, qu'il y ait eu des erreurs, il ne m'appartient pas de les hiérarchiser, mais de les pointer. Bien sûr, sur le reste, le problème des OQTF, on doit tout changer. Tout changer? Oui, la question n'est pas personnelle, elle est politique. Et lorsque le Premier ministre a dit « fermeté, humanité », je comprends bien pourquoi il dit ça. Mais il faudra choisir, car la fermeté aura des conséquences. Et tout le problème du débat politique, c'est qu'on aime prendre des postures, mais qu'on n'en assume pas les conséquences. William Tay, entre fermeté et humanité, il va falloir choisir. Il y a deux leviers sur la politique migratoire. On avait sorti un rapport dessus. Le premier, c'est que en fait, la politique migratoire est avant tout psychologique. Ça veut dire que lorsque vous annoncez des mesures dites restrictives, en fait, les gens qui veulent venir en France ou sur le territoire européen s'adaptent en conséquence. Avec deux exemples qui sont précis. Lorsqu'il y a eu la crise des migrants et quand Angela Merkel a dit venez, il y a eu un afflux, une augmentation du nombre de demandes d'asile à destination de l'Union européenne à travers l'opération et le règlement Dublin II. L'autre point, à contrario, c'est quand Donald Trump a été élu, donc le 4 novembre 2016, si je ne me trompe pas, il ne rentre pas en fonction. Il arrive en fonction le 4 janvier 2017. Les demandes d'asile à destination des États-Unis provenant des pays arabes, parce qu'à l'époque, il faut se rappeler, il voulait mettre en place ce qu'on appelle le Muslim ban, donc interdire à certains pays musulmans d'entrer sur le territoire américain, ont chuté de 80%. Donc avant même qu'il soit président, parce que c'était Barack Obama qui était encore président, les demandes d'asile ont faibli. Et donc, ça fait dire en fait à une partie des spécialistes que lorsque vous voulez mettre en place une politique migratoire restrictive, il faut appliquer des mesures quitte fortes à ce que ce soit pas cohérent d'un point de vue politique public pour envoyer un message psychologique à destination des zones qui veulent arriver, donc à destination du Moyen-Orient, une partie de l'Asie du Sud-Est et une destination d'Afrique subsaharienne. L'autre point concret
ce que veulent les Français concrètement sur cette mesure. Ce qu'on a vu à peu près, c'est qu'ils veulent non pas subir l'immigration, mais la choisir. Avec 2 exemples précis. En fait, ils sont contre l'immigration illégale, mais par contre, ils sont contre l'accueil de réfugiés. On l'a vu l'exemple avec la guerre en Ukraine en 2022, auquel on a accueilli un nombre de réfugiés ukrainiens assez important. Donc ça veut dire qu'ils sont pour une conciliation entre fermeté, la maîtrise de la souveraineté et donc des frontières et des demandes d'asile. Par contre, ils sont contre ceux qui veulent venir et qui ne sont pas invités à le faire, notamment l'immigration illégale et tous les dérives qui sont associées. Et c'est là toute la difficulté, en fait. Comment pouvoir réguler les flux migratoires alors que vous ne maîtrisez pas tout l'ensemble des politiques publiques? Vous avez d'une part une partie de la justice qui a décidé de mettre en place une partie des mesures de regroupement familial, etc. L'autre point, c'est qu'une partie de les protections aux frontières relève de manière concrète de l'Union européenne à travers Frontex et également du pacte asile-immigration qui a été voté dernièrement par la Commission européenne et par le Parlement européen. C'est-à-dire que l'ensemble d'une partie de notre législation relève à la fois de l'Europe et de la France. Au vu des dispositions qu'on a actuellement, je pense qu'il y a une forme de coalition entre la France, l'Espagne et l'Italie sur la protection des frontières. Mais par contre, sur l'accueil, les pays du Nord sont favorables, notamment à maintenir tout ce qui est droit d'asile et accueil des personnes en difficulté. Audrey ? Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que, et ce que soulignait l'ancien président Nicolas Sarkozy, c'est qu'on a un problème avec les OQTF, les fameuses obligations de quitter le territoire. OQTF, il a été président de la République, il a été ministre de l'Intérieur, il sait de quoi il parle. Et effectivement, on voit bien qu'une minorité d'OQTF sont appliquées. Et là aussi, pour les Français, c'est insupportable à entendre, notamment lorsqu'il s'agit d'obligations de quitter le territoire, de délinquants. Donc ça, c'est inaudible, effectivement. Dire qu'il faut mettre tout le système à plat, soit, mais le problème, c'est que lorsque vous entendez Gérald Darmanin, alors qu'il était ministre de l'Intérieur et qu'il se trouvait justement le long de la Manche, au moment même où il y avait eu un accident absolument terrible, hein, vous vous souvenez, ce bateau qui avait échoué avec plus d'une dizaine de morts, eh bien, il avait fait appel à l'Europe. En fait, on se rend compte aujourd'hui que pour gérer le problème de l'immigration, on ne peut pas le gérer en franco-français. Il faut le gérer avec l'Europe, ne serait-ce que pour établir des bras de fer entre les pays qui sont censés récupérer leurs ressortissants délinquants sous coup de QTF, etc. Je pense notamment à l'Algérie, le Maroc et l'Albanie. Oui, c'est ce qui s'est passé d'ailleurs dans le cas de la jeune Philippine. On attendait le laissez-passer consulaire, c'est ça, du Maroc. Voilà, le Rassemblement national dit qu'il suffit de monter des bras de fer avec ces pays-là. Moi, je me souviens que Nicolas Sarkozy, c'est exactement ce qu'il a souhaité faire, des bras de fer avec ces pays-là. Ça n'a jamais fonctionné parce qu'un seul pays ne peut pas être contre tous les autres. Sachant en plus qu'effectivement, l'immigration, ce ne sont pas des gens qui choisissent de quitter leur pays parce qu'ils trouvent ça sympa de franchir la Méditerranée, mais c'est parce que ce sont des gens désespérés qui, à un moment donné, ne peuvent pas trouver d'autres solutions. Alors, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, c'est bien ce qui est dit, mais au moins appliquer les lois. Et là, ce que dit Bruno Retailleau, c'est pas appliquons les lois, c'est les immigrés sont un problème, repris par Nicolas Sarkozy. Mais alors, Caroline, oui. Et d'ailleurs, on voit bien la petite musique politique qui se met en place sur le sujet avec Gérald Darmanin qui, hier, a rappelé dans son discours lors de ses journées dans le Nord, dans son fief du Nord, qu'il ne s'agissait pas, selon lui, de faire de la préférence nationale, mais de la préférence aux travailleurs. Donc, on voit bien que tout le monde se saisit de ce sujet de l'immigration. Oui, parfois pour récupérer, vous le disiez, les voix du Front National, mais aussi en vue de 2027. Et puis, il ne faut pas se voiler la face. On en est à notre, si je ne me trompe pas, 14e loi immigration en France. Il est clair que ça patine et qu'à un moment donné, il va falloir effectivement prendre des mesures concrètes et qui fonctionnent. William Tay, on a entendu le point de vue de Bruno Retailleau, on a entendu celui de Nicolas Sarkozy, choisir entre fermeté et humanité. Mais le Premier ministre, Michel Barnier, il en pense quoi concrètement, lui, de tout ça? Parce qu'on entend beaucoup Bruno Retailleau depuis plusieurs jours, un peu moins Michel Barnier. Alors, Michel Barnier a 2 missions. La première, c'est de faire tenir sa majorité, qui est relative, mais de faire tenir sa majorité. Or, on voit bien que c'est le texte immigration qui a mis toute la majorité, donc la majorité présidentielle sortante, en difficulté, notamment avec une grande partie, je crois qu'il y avait 50 à 60 députés Renaissance et une partie du MoDem qui était contre ce texte, notamment qui avait été amendé et modifié par Bruno Retailleau à l'époque, et donc qui avait causé des problèmes dans la majorité, notamment qui avait causé des départs, Sacha Houlié, etc., qui était à l'époque président de la commission des lois. L'autre difficulté... Mais là, est-ce que ça ne va pas se reproduire, justement en fait, moi, je pense qu'il doit à la fois convaincre son aile gauche et en même temps parler au Rassemblement national, non pas pour avoir leur vote et leur adhésion, mais pour obtenir leur neutralité, avec une raison qui est très simple. Ça veut dire que si par cas Bruno Retailleau tient ce type de discours, qui je suppose parle
à une partie des électeurs du Rassemblement national. Comment Marine Le Pen va faire pour justifier une motion de censure, pour le faire tomber, surtout qu'elle doit voter avec le NFP, donc voter une motion de censure de la gauche, parce que l'inverse n'est pas vrai. Le NFP ne votera pas une motion de censure du Rassemblement national, donc elle devra expliquer à une partie de ses électeurs, dire qu'elle a voté pour l'argumentaire du NFP contre Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, qui actuellement, je suppose, récolte des suffrages populaires de la part des électeurs du Rassemblement national. C'est toute cette équation. Et je pense que Michel Barnier a compris à peu près, il fait ça, il se dit que lui n'est pas sur cette position, mais qu'il laisse faire Bruno Retailleau en éclaireur pour convaincre les députés du Rassemblement national à ne pas voter de motion de censure contre lui. Puis à la vérité, quand j'entends Nicolas Sarkozy ou Bruno Retailleau dire il faut tout remettre à plat, ça veut dire passer par le référendum. Hein. Parce que la plupart des mesures et des lois qui existent aujourd'hui, je vous parlais du regroupement familial, on est complètement dans la Constitution de 1946, le droit à mener une vie familiale normale, le regroupement familial, il faut changer la Constitution. Il y a plein de choses pour lesquelles, plein de dogmes du Rassemblement national et d'idées de remise à plat de tout ce système qui ne peuvent pas passer par la loi. Il faut des changements de constitution ou alors parce que un référendum effectivement prend le pas sur tout, ou alors passer par le référendum. Et c'est ce que propose le Rassemblement national. On met tout à plat, on passe par le référendum, ce qui nous permettrait de nous affranchir des lois européennes, ce qui nous permettrait de nous affranchir de la Constitution, ce qui nous permettrait... Voilà, c'est leur argument. Donc est-ce que pour complaire au Rassemblement national, Bruno Retailleau, qui dit vouloir tout mettre à plat, passera par ce système-là. C'est la question. Il le souhaite en tout cas, oui. Mais il le souhaite, mais sachant que on sait que ce gouvernement a une durée de vie potentiellement très courte. Peut-être qu'une dissolution aura lieu en juillet prochain. Est-ce qu'il aura le temps de mettre en application tout ce qu'il annonce, le retour de l'ordre, mettre à plat... S'il l'annonce, ça peut lui faire gagner du temps, parce que l'organisation du référendum prend un certain temps. Il y aura un débat, est-ce qu'il faut passer par article 11 ou article 89, mais il faudra le temps de récolter les signatures et tout le process, etc. Donc en fait, le temps de la procédure de lancer de référendum, Marine Le Pen ne pourra pas faire tomber le gouvernement pour la raison que je vous ai indiquée. C'est-à-dire qu'une grande partie des électeurs du Rassemblement national souhaitent. Le premier motif de vote d'un électeur du Rassemblement national, c'est le sujet migratoire. Le deuxième, c'est les sujets de pouvoir d'achat. Donc sur le sujet d'immigration, ils sont quasiment d'accord avec ce qu'a dit Bruno Retailleau. Si par cas Bruno Retailleau annonce un référendum, je ne vois pas comment Marine Le Pen pourra dire on coule le référendum pour faire tomber le gouvernement, à moins qu'elle ait un motif très précis, type dérapage des finances publiques ou affaire ou scandale, un truc comme ça. Mais sinon, ça va être très compliqué. Et donc peut-être qu'il y a l'idée de la part de Michel Barnier et de Bruno Retailleau de se dire on lance l'idée du référendum, ça nous fait gagner du temps. C'est un peu le piège qu'avait tendu, je ne sais pas si vous vous rappelez, David Cameron à l'attention de Nigel Farage au Royaume-Uni en disant on fait faire un référendum sur l'appartenance du Royaume-Uni à l'Union européenne, ça lui permet de faire gagner du temps à Nigel Farage avec les risques que l'on connaît actuellement. Voilà. Et puis après, pour reprendre ce que vous disiez tout à l'heure, ça ne peut être aussi que du blabla. C'est pas exactement, je ne veux pas abîmer les propos de Bruno Retailleau, mais le fait est, c'est aussi une stratégie qui est bien connue et qui parfois fait ses preuves, parfois pas et souvent pas, d'avancer en aboyant et en disant attention, vous venez chez nous, vous allez voir ce que vous allez voir. C'est une stratégie qui peut fonctionner à très court terme et c'est peut-être cette stratégie-là. Peut-être que derrière, il n'y a rien. Peut-être que ça n'est, comme diraient certains, que de la gueule. Caroline, justement, j'allais vous poser la question. Qu'en pense, alors là, cette fois, sur la forme, Michel Barnier, qui avait demandé, il y a 10 jours, de l'unité au sein des troupes, pas trop de communication, d'être dans l'action. Qu'est-ce qu'il en pense ? Alors, on a parlé du fond, maintenant sur la forme et de ces prises de parole de Bruno Retailleau qui visiblement se sent très libre. J'ai pas eu d'informations spécifiques qui a filtré sur ce que pense Michel Barnier des propos de Bruno Retailleau. Là, en tout cas, il est en train de préparer son discours parce qu'on rappelle de le politique contexte. Générale. On est à la veille de son discours de politique générale. Est-ce que ce type d'enjeu, de discussion à la veille du discours de politique générale, c'est plutôt... Je pense que, bien évidemment, ça le gêne, ça le fragilise d'autant plus pour demain. Maintenant, tout son entourage aujourd'hui reste très, très opaque sur sa préparation demain. Alors, on nous annonce un catalogue de mesures, mais pas tant que ça, mais tout de même avec des mesures notamment économiques qui seront assez emblématiques. Donc, on attend effectivement la confirmation de certaines hausses d'impôts, notamment concernant les entreprises et évidemment concernant l'immigration. Il y en aura certainement. On attend aussi des annonces concernant
un éventuel recours à la proportionnelle réclamé depuis longtemps par différents partis, dont le Rassemblement national et également le MoDem. Maintenant, effectivement, il est dans une position délicate, difficile, dans l'entourage de Michel Barnier, mais également dans l'entourage politique. Ils sont nombreux à dire qu'il est possible qu'il ne passe pas le 15 novembre. William Tay. En fait, le sujet vraiment, je pense que le pari qu'a Michel Barnier, c'est que malgré toutes les difficultés qu'il a avec l'aile gauche de Renaissance, il se dit qu'ils tiendront parce qu'ils sont solidaires du président de la République, ils sont solidaires de Gabriel Attal, qui a des ambitions présidentielles en 2027. Donc ça veut dire que si par cas, c'est Attal et son groupe qui font couler le gouvernement, au vu du fait que c'est Macron qui a mis 60 jours à nommer Michel Barnier, etc., c'est lui qui sera responsable et ça tuerait quasiment sa candidature dans la mesure où ça provoquerait une crise de régime pouvant engendrer éventuellement les rumeurs ou un débat porté sur la démission du président de la République, notamment pour relancer le scrutin et le fait de déverrouiller le pays. Je pense que son pari est celui-ci. Donc, en fait, il se dit, parce qu'on voit bien qu'il y a un deux poids, deux mesures, c'est-à-dire que Armand, qui critique le Rassemblement national, il est recadré immédiatement. Et Bruno Retailleau, peut parler, laisse faire. Micro ouvert. Donc, si par cas, on analyse concrètement, il se dit que l'aile gauche va tenir, et il envoie Retailleau en éclaireur parler aux électeurs du Rassemblement national qui sont bloqués dans l'affaire des procès, et ça leur permet de tenir une majorité, d'éviter une motion de censure, pour au moins passer deux choses, le discours de politique générale et le vote du budget. Merci beaucoup, William Tay, d'avoir été avec nous. Merci, Caroline Nenkoff-Leginter, d'avoir été avec nous cet après-midi. Merci beaucoup, Audrey Goutard.